Merci beaucoup pour cette introduction, mais surtout pour cette invitation. Donc, je suis vraiment ravie d'être avec vous. J'ai été très impressionnée ce matin, comme vous, par les présentations. Donc, j'espère que je vais vous permettre d'aller réellement jusqu'au bout de vos rêves, puisque c'est à moi qu'incombe cette dernière mission. Alors, effectivement, on va parler des rêves de différentes façons. Donc d'abord, en préambule, j'avais envie de partager avec vous ces deux citations. La première d'Oscar Wilde: la sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit. Et la seconde: la nuit fabrique les rêves, le jour les réalise. J'ai envie de dire que c'est sans doute un petit peu la vie des entrepreneurs que cette citation. Alors, je vais vous parler des rêves, et comme on vient de le dire, les rêves, pendant longtemps, ils ont été la chasse gardée, en quelque sorte, de la psychologie et de la psychanalyse. Et puis, au fil du temps, toutes les disciplines se sont intéressées aux rêves. Et je pense en particulier à l'armée, au monde militaire, qui s'est beaucoup intéressé à ce qui se passe quand on ne peut pas rêver, mais aussi à toutes ces disciplines, y compris l'économie, les arts, le marketing. Et évidemment, moi, je vais vous parler de neurosciences. Alors, voilà le plan de ma présentation. Je vais essayer de vous expliquer ce qui se passe la nuit dans votre cerveau quand vous rêvez. Je vais vous expliquer à quel point c'est important de rêver le jour quand vous êtes éveillé. Et puis enfin, quel lien tout cela a avec le fait de rêver sa vie ou de pouvoir aller jusqu'au bout de ses rêves, puisque vous allez voir qu'il y a un lien entre nos rêves la nuit, nos rêves éveillés et puis le fait de poursuivre ses rêves. Alors, qu'est-ce qui se passe la nuit quand vous rêvez ? Donc, pendant longtemps, on pensait que le rêve, c'était donc une construction, un moyen de vivre nos émotions. Et puis maintenant, on sait que le rêve a vraiment des fonctions sur le plan cognitif. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Comment le rêve nous permet de réguler les émotions, nous permet de garder une bonne santé psychique, mais aussi de résoudre des problèmes, d'être créatif. Et puis, on ne le sait pas forcément, mais rêver nous permet d'affronter les menaces réelles. Alors, quand est-ce qu'on rêve la nuit ? Donc, on a plusieurs cycles de sommeil. Et donc, quand vous vous endormez, vous ne tombez pas tout de suite dans le sommeil qu'on appelle profond, qui est ce sommeil paradoxal que vous voyez ici. Donc, vous avez d'abord une phase d'endormissement, puis de sommeil lent, puis de sommeil paradoxal, pendant lequel on appelle ça paradoxal, parce qu'on s'était rendu compte que pendant cette phase de sommeil, le cerveau est extrêmement actif, encore plus parfois que pendant l'éveil. C'est pour ça que ce sommeil s'appelle sommeil paradoxal, puisque finalement on dort, mais notre cerveau ne dort pas du tout, bien au contraire. Et donc ensuite, vous avez une petite phase intermédiaire, et puis vous recommencez un cycle. Et donc pendant longtemps, on a cru qu'on ne rêvait que pendant le sommeil paradoxal. Et donc, pendant cette phase où le sujet a ses yeux qui bougent très très vite, on parle de mouvements oculaires rapides, et donc on pensait que le cerveau n'était actif que pendant cette période-là. Or, on sait maintenant que même pendant le sommeil lent, on rêve. Alors, donc, on sait qu'effectivement, pendant le sommeil paradoxal, il y a de nombreux rêves. Et comment on sait ça ? C'est que si on vous réveille pendant cette phase de sommeil paradoxal, alors on sait que vous êtes dans cette phase-là, parce que sous vos paupières, on peut voir vos yeux qui bougent le plus souvent. Si on vous réveille pendant cette période, dans 85% des cas, vous étiez en train de rêver. Mais maintenant, on sait qu'on va rêver pendant toutes les phases de sommeil. Et on sait qu'on a environ 4 à 6 rêves par nuit en fonction du nombre de cycles, évidemment, de sommeil qu'on a. Si on dort très peu, si on dort que 4 heures, on n'aura peut-être que 2 rêves. D'accord ? Alors, il y a eu énormément de recherches sur le lien entre le rêve et l'inspiration. Et on sait que des artistes, des chercheurs, et puis sans doute aussi des entrepreneurs ou des hommes politiques ont trouvé la solution de leurs problèmes pendant leurs rêves. Donc c'est vrai par exemple pour cette sonate de Tartini qui a été quasiment composée pendant le rêve, a priori. Salvatore Dali disait qu'il composait ses tableaux pendant le rêve. Thomas Edison aurait trouvé la solution pour l'électricité pendant le rêve. La formule du benzène, mais moi je suis
pas du tout spécialiste pour vous en parler, aurait été trouvée, donc vraiment la structure de cette formule pendant le rêve. Et donc les chercheurs se sont demandé pourquoi le rêve permet finalement d'être plus créatif, de résoudre même des problèmes. Et donc la première hypothèse, c'est qu'au moment de l'endormissement, vous avez ce qu'on appelle un vagabondage mental. Et je vais y revenir parce que c'est ce qui se passe aussi dans la journée quand vous vous ennuyez ou quand vous rêvez éveillé. Et je vais revenir sur ça quand on parlera des rêves lors de l'éveil. Mais donc au moment de la nuit, ce moment de l'endormissement serait un moment crucial pour pouvoir mettre en relation de manière complètement libre toutes les idées auxquelles vous avez pensé pendant la journée. Et donc, autant pendant la journée, vous vous empêchez de le faire, vous êtes contraint parce que vous utilisez votre pensée dans un but précis pour résoudre un problème. Et ce faisant, vous empêchez votre cerveau de pouvoir mettre en relation des choses qui, a priori, n'ont rien à voir, mais qui vont peut-être être la solution de votre problème. Et donc, ce vagabondage mental au moment de l'endormissement, il serait extrêmement important. Et puis, évidemment, pendant que vous dormez, vous ne vous imposez plus aucune contrainte au niveau de la pensée. Et c'est cette absence de contrainte qui va vous permettre de relier des événements du passé, des événements que vous projetez de faire dans le futur, des événements présents. Et c'est cette mise en relation, cette association d'idées qui va vous permettre de trouver la solution à un problème. Et j'y reviendrai parce que pendant la journée, on peut, même quand on est dans une journée d'activité intense, on peut s'autoriser des moments comme ça qui vont parfois nous permettre de résoudre les problèmes. Et donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais on décrit pendant le coma aussi des performances chez des personnes qui sont dans le coma, dont on ne savait même pas qu'elles possédaient ces capacités. Donc, il y a des gens qui vont se mettre à parler une langue étrangère, il y a des gens qui vont parler de mathématiques, il y a des gens qui vont faire des choses pendant qu'ils sont dans le coma qu'ils ne font pas quand ils sont à l'état normal. Pourquoi ? Parce que là encore, pendant le coma, il y a ce qu'on appelle une levée des boucles inhibitrices dans le cerveau, c'est-à-dire qu'on a dans notre cerveau à la fois des boucles activatrices qui nous permettent de faire une tâche, mais on a aussi des boucles inhibitrices qui nous empêchent de faire des choses. Et là encore, j'y reviendrai pour l'état éveillé, mais sachez que pendant le sommeil, toutes ces boucles inhibitrices sont levées. Alors c'est pour ça que parfois vous faites des rêves sur lesquels je ne m'étendrai pas, mais c'est aussi pour ça que parfois vous trouvez la solution à un problème, parce que vous avez levé une inhibition, et on sait maintenant que la créativité nécessite dans le cerveau non seulement l'activité de certaines régions cérébrales, en particulier dans notre lobe frontal, mais aussi la levée de certaines inhibitions qui vont vous permettre de créer. Alors, je continue. Donc, combien de temps durent nos rêves ? Donc, ce qui est intéressant, c'est que la durée des rêves s'allonge au cours de la nuit, d'où l'intérêt d'avoir des nuits suffisamment longues, puisque le premier rêve dure autour de 10 minutes, le deuxième autour de 20 minutes, et les rêves suivants peuvent durer 30 minutes. Voilà pourquoi, quand vous faites une très longue nuit, vous avez l'impression peut-être d'avoir eu une vie mentale extrêmement riche. Ce n'est pas une impression, effectivement, votre cerveau a travaillé pendant toute la nuit à vous fabriquer les scénarios de ces rêves que vous allez vivre. Donc au total, pour une nuit d'environ 8 heures, vous rêvez à peu près 2 heures dans la nuit, ce qui est quand même beaucoup. Et alors, évidemment, la vie est bien faite, parce que pendant que vous rêvez, vous avez une paralysie de vos muscles, temporaire, heureusement, qui vous empêche de vous lever, de marcher, de sortir, d'ouvrir la fenêtre, de voler si vous êtes en train de rêver que vous volez. Et donc, c'est cette paralysie qui vous protège de tout ce qui pourrait se passer si vous pouviez vraiment bouger et du coup si vous étiez somnambule. Alors, donc, est-ce qu'on peut influencer ses rêves ? Donc ça aussi, c'est une grande question. Est-ce qu'on a la possibilité d'avoir une action sur ces scénarios ? Parce que vous conviendrez que ce qui est le plus étonnant dans nos rêves, c'est comment un autre nous écrit un scénario qui nous surprend et qui peut même nous habiter pendant plusieurs jours tellement le rêve était incroyable. Alors, effectivement, pour influencer ses rêves, il faut avoir un niveau de conscience suffisant.
parce que la conscience, c'est ce qui va vous permettre de guider les pensées pendant le rêve, et donc c'est ce qui va vous permettre de les influencer. Donc les chercheurs ont montré que si vous vous endormez, puis qu'on vous réveille très vite, et que vous êtes dans un état entre le sommeil et l'éveil, alors effectivement, pendant 30 minutes, si vous êtes dans cet état un peu comme si vous méditiez, vous allez avoir des pensées qui vont arriver, et ces pensées peuvent vous permettre de contrôler les rêves à venir, donc de guider le scénario de vos rêves. Et donc il y a même une technique aux États-Unis qui s'appelle la technique MILD pour induction mnémonique des rêves lucides. Donc on peut vous apprendre à contrôler vos rêves. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée, parce que le principe même du rêve, c'est de perdre le contrôle, justement. Donc, en tout cas, les gens qui essayent d'utiliser leurs rêves pour leur travail, par exemple, je pense aux romanciers, qui du coup ont un vrai intérêt à utiliser ce matériel onirique qui est complètement différent de leur pensée éveillée, disent que le secret, c'est de tenir un journal des rêves. Et donc, je vais revenir sur la mémoire des rêves. Donc, d'abord, je vous explique comment se fabriquent les rêves, puisque ça aussi, c'était quelque chose qui paraissait complètement mystérieux jusqu'à l'avènement de la neuroimagerie fonctionnelle. Et donc maintenant, on peut mettre des sujets dans un scanner, dans une IRM fonctionnelle. On peut donc... alors, il faut que ce soit des bons dormeurs, parce que moi, par exemple, j'ai des fois du mal à dormir dans mon lit, donc dans l'IRM, ça poserait un problème. Mais donc, des bons dormeurs, vous les mettez dans une IRM, ils vont s'endormir, et donc vous pouvez... on a maintenant des techniques, des algorithmes d'analyse de l'activité cérébrale qui permettent de prédire avec 90% de succès si le sujet est en train de rêver ou pas, simplement en enregistrant son activité cérébrale. Et donc, c'est comme ça qu'on a découvert qu'on pouvait rêver pendant le sommeil lent et le sommeil paradoxal. C'est comme ça qu'on a découvert que l'activité électrique était véritablement plus riche pendant le sommeil paradoxal, d'où l'intérêt de dormir suffisamment longtemps. Et c'est comme ça aussi que certains chercheurs essayent d'étudier donc comment ces sujets qui sont dans l'IRM, qui vont dormir, qui vont rêver, dont on va analyser l'activité, peuvent influencer le contenu de leurs rêves. Alors, donc, d'où viennent les rêves en termes vraiment cérébral? On s'est rendu compte que ces aires visuelles postérieures qu'on a à l'arrière de la tête, elles contrôlent non seulement la perception visuelle dans la vraie vie, quand vous regardez quelqu'un, quand vous regardez un paysage, quand vous êtes ici en train de regarder l'écran, mais elles contrôlent aussi la fabrique des images pendant le rêve. Et donc, c'est véritablement ces régions à l'arrière de notre tête qui sont les plus actives pendant le rêve, et elles s'activent de manière systématique, quel que soit le stade de sommeil, pendant que vous rêvez. Mais vous le savez, pendant les rêves, il n'y a pas que de la vision. Il peut y avoir du toucher, il peut y avoir du mouvement, il peut y avoir parfois des odeurs même. Et donc, du coup, on sait qu'il y a des régions qui intègrent toutes les modalités sensorielles, qui sont actives pendant le rêve, et qu'on a une véritable... on a finalement une activation de plein de régions cérébrales qui vont nous permettre d'halluciner, puisque pendant le rêve, vous avez remarqué que ce n'est pas comme si vous regardiez un film. Pendant le rêve, vous vivez véritablement ce qui se passe. Et donc cette hallucination qui se passe pendant le rêve, elle mime l'activité de votre cerveau quand vous vivez véritablement des choses. Il y a une analogie parfaite entre les deux. Voilà pourquoi l'analyse de ce qui se passe pendant les rêves intéresse tous les chercheurs aujourd'hui, en particulier ceux qui travaillent sur la perception, puisque vous savez que depuis une vingtaine d'années, il y a un très gros enjeu qui est d'essayer de modéliser ce qui se passe quand on perçoit, pour que des machines, des robots puissent percevoir comme on perçoit. Et on n'y est pas encore. Des machines peuvent reconnaître visuellement, mais elles ne peuvent pas exactement percevoir, construire la perception telle qu'un humain le fait. Et donc, analyser ce qui se passe pendant le sommeil, quand on crée des sensations, quand on crée des perceptions, permet aussi d'avancer dans ces sujets. Donc, c'est devenu un sujet très sérieux d'étudier ce qui se passe dans le cerveau pendant qu'on rêve. Et donc, par exemple, on a montré que quand vous rêvez d'un visage,
ce visage dont vous rêvez, vous le voyez exactement de la même manière qu'un visage que vous verriez dans la vraie vie. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on ne rêve pas? Et là, je vais revenir sur la question, il y a une question qui revient tout le temps, qui est « moi, je ne rêve pas, est-ce que c'est normal ?» Je vais vous expliquer qu'en fait, vous rêvez. Mais si véritablement on empêche les gens de rêver, et c'est ce qui a été fait justement dans les centres de recherche militaires, ça a été fait parce que empêcher les gens de rêver, c'est mettre leur cerveau dans un état quasiment de perte de conscience, comme si on les mettait dans le coma. Et donc, c'est une arme très puissante d'empêcher les gens de rêver, parce que vous les empêchez de penser, mais aussi parce qu'on va le voir, ça va les déséquilibrer de manière très importante sur le plan psychique et sur le plan cognitif. Et donc, vous voyez là deux cerveaux. À droite, un cerveau qui est en phase de sommeil paradoxal, avec toutes ces régions rouges qui s'activent et qui vous montrent à quel point le cerveau est actif partout, d'accord, à l'avant, à l'arrière, dans les lobes pariétaux, sur les côtés, partout. Et puis, vous voyez ce cerveau à gauche où il y a très peu de taches rouges, qui est un cerveau qui a la même activité que quelqu'un qui serait dans le coma, en fait, c'est-à-dire pas d'activité cérébrale. Alors, à quoi servent les rêves? Et pourquoi est-ce que c'est important de rêver, justement? Donc, il y a eu des expériences qui ont été faites pour essayer de comprendre pourquoi 2/3 de nos rêves sont négatifs. Donc là, déjà, je rassure tout le monde. Si vous faites des rêves qui ne sont pas toujours des rêves incroyablement positifs ou excitants, on va dire, si vous faites aussi beaucoup de rêves négatifs, c'est parce que ça a une fonction. Donc ce qu'on pense, donc ces recherches ont montré que si on présente des images horribles avant le coucher, donc vraiment des images insupportables, puis donc on enregistre l'activation dans la région des émotions. Là, on va voir qu'effectivement, vous avez une activité très importante puisque ces images sont horribles, elles vous font réagir. Puis vous dormez et vous rêvez. Ensuite, on vous représente des images du même acabit. Et là, surprise, au réveil, vous n'avez plus la même activité cérébrale dans vos aires qui gèrent les émotions si vous avez rêvé la nuit. Ce qui veut dire que le rêve permet de digérer des événements très négatifs et de les supporter même dans la vie réelle. Alors, je vous explique comment ça marche. Donc, en fait, il y a un modèle qui a été proposé pour expliquer comment le rêve nous permet d'assimiler les émotions. Donc, en fait, le rêve, qu'est-ce qu'il ferait techniquement? Il permettrait de couper les émotions négatives, de les dégrader, d'en faire des confettis, d'accord, plutôt qu'un gros événement négatif. Et donc, en gros, je vais rêver de quelqu'un qui me fait peur plutôt que de penser à quelque chose qui est impensable. Et finalement, ce que mon cerveau va faire, c'est qu'il va essayer de me désensibiliser à cette émotion négative. Et voilà pourquoi le rêve a un tel impact sur notre psychisme. C'est parce qu'il nous permet véritablement de métaboliser des événements qui seraient insurmontables sinon. Et si jamais l'émotion est trop forte pendant le rêve, si on n'a pas réussi à digérer les situations négatives, ce qui va se passer, c'est qu'on va se réveiller et on est en train de faire un cauchemar. Et donc, le modèle actuel de compréhension de l'utilisation des rêves, c'est celui-ci. Et donc, finalement, on aurait un dialogue entre 3 régions du cerveau. L'hippocampe, qui est vraiment la région de la mémoire, qui est celle qui nous permet de stocker donc, des événements. L'amygdale, qui est la région qui réagit de manière très rapide aux émotions et en particulier à la peur. Et donc l'amygdale, c'est ce qui vous permet de savoir si vous allez fuir devant un danger ou si vous allez vous battre. Et puis le cortex préfrontal à l'avant de la tête qui va nous permettre de réguler nos émotions. Et donc pendant la nuit, pendant que vous pensez dormir, pas du tout, votre cerveau est d'attaque pour essayer de vous permettre de supporter tous les événements négatifs que vous avez vécus dans la journée. Donc finalement, le rêve, c'est ce qui nous permettrait de nous préparer aux aléas de la vie. Donc vous voyez à quel point c'est important de rêver. Donc là encore, il y a eu des expériences qui ont montré que plus la peur est présente dans les rêves la semaine précédente, de la semaine où on vous étudie, plus vous vous préparez à affronter des événements négatifs dans les jours qui viennent. Et donc finalement, le rêve,
aurait une fonction émotionnelle double, non seulement digérer ce qui s'est passé, mais en plus de ça, nous préparer aux événements négatifs qui vont arriver. Vous voyez pourquoi c'est un gros enjeu pour l'armée, d'empêcher les gens de rêver. Alors, vous avez énormément de gens, et si je posais la question parmi vous, de qui a l'impression de se souvenir de ses rêves, je ne sais pas, je vous la pose vraiment, et je regarde en même temps s'il y a un effet genré, parce qu'on va en parler. Et donc, tous les autres qui n'ont pas levé la main ont l'impression qu'ils ne rêvent pas ou qu'ils ne s'en souviennent pas? Rarement. D'accord. Alors, pourquoi est-ce qu'on se souvient ou pas de ses rêves? Donc, pour tous ceux qui n'ont pas levé la main, je vous envie, si vous ne vous souvenez pas de vos rêves, parce que pour se souvenir de ses rêves, il faut avoir des moments de conscience pendant la nuit. Parce que la mémoire marche avec la conscience. Et donc, tous ceux qui ne se souviennent pas de leurs rêves sont des gens qui ont un sommeil tellement profond qu'ils ne se réveillent pas pendant la nuit et que donc ils n'ont pas de mémoire de ce dont ils ont rêvé. Et donc on sait maintenant qu'il y a un effet genré, que les femmes se souviennent mieux de leurs rêves, mais là, mesdames, la mauvaise nouvelle, c'est parce que les femmes ont souvent un sommeil plus fragmenté que les hommes. J'irai pas jusqu'à dire que c'est lié à la charge mentale, mais je le dis quand même. Voilà, parce que c'est quand même l'hypothèse la plus probable. Et donc, il n'y a pas vraiment d'effet hormonal ou biologique autre qui expliquerait la différence. C'est vraiment que les femmes se réveillent plus pendant la nuit. Et c'est sans doute pour ça. Alors, il y a sans doute un autre effet quand même qui est lié au fait que les femmes, culturellement, elles s'autorisent peut-être plus à parler de leurs rêves que les hommes. Il y a aussi peut-être un effet dans le report des rêves. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous êtes très motivé, si vous avez vraiment besoin de vous souvenir de vos rêves, parce que vous vous dites « oh là là, ça avait l'air génial, ça va me donner de l'inspiration pour la journée », si vous arrivez à vous motiver, si vous essayez vraiment de donner de l'importance à vos rêves, au fur et à mesure, vous êtes censé être capable au réveil au moins, pas pendant la nuit, on ne va pas vous conseiller de vous réveiller, mais au réveil, vous pourriez être capable de vous souvenir mieux de vos rêves. Mais bon, sachez que c'est quand même pas la panacée de se souvenir de ses rêves. Alors, ça passe pas. Je sais pas vers où. Ça va fonctionner. Peut-être tendez. Voilà. Donc maintenant, je vais vous dire un mot de l'importance de rêver éveillé. Ça, c'était la nuit. Mais maintenant, sachez que le jour... Je crois que ma télécommande rêve. Voilà. Donc, sachez que le jour, on peut aussi rêver. Et on a plusieurs façons de rêver. On a vraiment ce qu'on appelle le rêve lucide, c'est-à-dire que ça vous est peut-être déjà arrivé, en particulier quand vous êtes très détendu l'été, vous pouvez être allongé et vous pouvez carrément partir, être dans la même situation que si vous rêviez alors que vous êtes éveillé. D'accord ? Donc ça, c'est le rêve lucide. C'est un mélange d'une activité cérébrale qui ressemble au sommeil paradoxal et à de la conscience. Donc c'est un état pendant lequel on peut influencer ses rêves. Et donc, je pense, par exemple, si vous êtes allongé dans une forêt ou au bord de l'eau, qu'il n'y a pas de bruit, vous allez pouvoir utiliser les sensations que vous avez, penser à des choses et vous allez peut-être partir vers un état de rêve lucide. Mais ça, ce n'est pas très fréquent. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus fréquent et beaucoup plus utile, mais qu'on connaît de moins en moins dans nos sociétés actuelles, c'est le vagabondage mental qui arrive quand vous vous ennuyez. Alors là, j'ai dit un gros mot pour des entrepreneurs, qui est s'ennuyer. On sait aujourd'hui que l'ennui, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la définition de l'ennui ? C'est l'état dans lequel vous êtes quand vous ne demandez rien à votre cerveau, que personne ne sollicite votre cerveau pour quoi que ce soit, et que votre cerveau est livré à lui-même. Donc pendant cet état, il est dans cet état qu'on appelle de vagabondage mental. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Comme vous ne lui demandez rien, et que le cerveau, ça travaille tout le temps, il associe tout ce que vous avez dans votre tête. Des émotions, des problèmes, des règles, des choses passées, des choses à venir, des gens que vous avez vus le matin, des gens que vous avez vus il y a 10 ans. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait le même travail que pendant le rêve, sauf que vous êtes éveillé pendant ce temps-là. Et on sait que c'est aussi pendant ces pauses que votre cerveau va consolider tout ce que vous avez acquis les heures ou les jours précédents.
Donc cet ennui, ces pauses qu'on ne vit plus aujourd'hui, parce qu'attention, quand je parle de pause, c'est pas une pause sur son téléphone ou sur les réseaux, c'est pas ça, c'est une vraie pause. C'est un moment de vide, vraiment, où vous ne demandez rien à votre cerveau. C'est pendant ces moments-là que le cerveau est le plus créatif. C'est pendant ces moments-là qu'il résout les problèmes. Et là, je vais vous donner un exemple pratique que vous avez peut-être vécu. Pendant le confinement, il y a énormément de gens qui donc étaient en train de travailler chez eux, puis qui s'arrêtaient pour aller mettre une machine ou pour aller mettre un rôti à cuire dans le four. Et c'est pendant ces moments-là, où leur cerveau était à l'arrêt, qu'ils trouvaient la solution du problème sur lequel ils étaient en train de travailler depuis plusieurs heures. Et donc, on le sait maintenant, c'est pendant le vagabondage mental qu'on est le plus efficient, quelque part. Alors évidemment, on ne peut pas faire que ça. Il faut que ce soit habilement dosé, parce qu'il faut que le cerveau soit nourri, puis qu'il y ait une pause, puis qu'à nouveau, vous puissiez travailler sur ce que la pause vous a produit. Mais sachez qu'il y a des tas d'entreprises et des grandes entreprises qui ont décidé d'insérer dans l'emploi du temps de leurs salariés soit des journées qui sont des journées où le salarié choisit l'activité qu'il va faire pour essayer de stimuler ça, soit des moments dans la journée ou dans la semaine où on va proposer aux salariés un temps mort, véritablement mort, pour qu'ils puissent se retrouver dans cet état-là. Parce que cet état-là, on ne le sait pas, mais c'est un état crucial pour le cerveau dont on a vraiment besoin. Je ne parle même pas de la nécessité chez les enfants d'avoir des moments où ils s'ennuient. Parce qu'il y a eu des recherches qui ont montré que les enfants ne sont jamais aussi créatifs qu'après une période où ils se sont ennuyés. 2 raisons à ça. La première, parce qu'ils ont associé plein d'idées. La deuxième, c'est parce que quand vous vous ennuyez, votre cerveau essaye de trouver des solutions pour ne pas que vous vous ennuyiez. Donc tout bêtement, vous le mettez dans une situation de résolution de problème où il va devoir trouver une solution, et c'est ce qui se passe chez les enfants, pour arrêter de s'ennuyer. Donc je continue. Donc voilà ce qui se passe pendant ce fameux vagabondage mental. Donc pendant longtemps, on a appelé ça le réseau par défaut, parce qu'on pensait que quand on ne demandait rien à son cerveau, il ne faisait rien. Donc on mettait des gens dans l'IRM fonctionnel, on enregistrait l'activité pendant qu'ils lisaient, pendant qu'ils mémorisaient, pendant qu'ils faisaient attention. Et puis à côté, on avait une tâche contrôle et on appelait ça le mode par défaut parce qu'on ne demandait rien au sujet. Et là, surprise, on s'est rendu compte que pendant le mode par défaut, l'activité, elle est au moins aussi importante, voire plus, que pendant qu'on regarde, que pendant qu'on fait une tâche motrice, que pendant qu'on fait attention, que pendant qu'on résout un problème. Et on s'est rendu compte que c'est un abus de langage. Et on a gardé ce terme réseau par défaut, mais maintenant on sait que l'activité intense du cerveau, elle est pendant ce mode par défaut. Et on pense même que l'activité dans votre cerveau, pendant que vous ne lui demandez rien, c'est en quelque sorte votre signature cérébrale. Et donc si on devait avoir l'équivalent des empreintes digitales pour le cerveau, ce serait l'activité de base de votre cerveau pendant que vous ne lui demandez rien. D'accord ? Donc, c'est vraiment une activité intense. Donc, pour le lien entre la pensée divergente, c'est-à-dire la créativité, et le réseau par défaut. Donc, il y a des chercheurs qui ont essayé, et donc vous voyez, l'article est paru dans un très bon journal du groupe Nature qui s'appelle Molecular Psychiatry. Donc, ils ont inactivé le réseau par défaut et ils ont essayé de regarder l'impact que ça avait sur la créativité. Et ils ont réussi à établir non pas une association, mais un lien causal. C'est que si vous empêchez les gens d'avoir ce vagabondage mental, vous réduisez leur capacité de créativité. Et donc là-bas, vous avez l'illustration de ça. Donc en haut, des cerveaux qui ne sont pas du coup dans le mode par défaut, qui sont très peu actifs. En bas, ce qui se passe dans ce mode par défaut où le cerveau bouillonne pendant que vous lui demandez rien et pendant que vous ne vous en rendez pas forcément compte. Et la corrélation est positive avec ce qu'on appelle la pensée divergente, c'est-à-dire le fait de trouver une solution à un problème. Donc maintenant, évidemment, j'arrive à la dernière partie qui vous intéresse, c'est rêver sa vie, comment réaliser ses rêves, comment arriver au bout de ses rêves. Donc, la première chose qui est importante, c'est s'autoriser à avoir des rêves. Donc, parmi vous, peut-être que tout le monde s'autorise à avoir des rêves, je ne sais pas. Sachez que dans la population générale, tout le monde ne s'autorise pas à avoir des rêves. Et quand vous ne comprenez pas pourquoi, parmi vos collègues,
parmi les salariés de l'entreprise, il y a des gens qui n'ont pas de rêve ou qui n'arrivent pas à aller au bout de leur rêve, sachez qu'il y a quelque chose qui est un peu l'ennemi de l'activité cérébrale, c'est l'inhibition intellectuelle. Donc, on sait que malgré nous, on peut être victime d'inhibition au niveau intellectuel, on peut inhiber nos capacités, soit parce qu'on nous a dit toute notre vie qu'on n'était pas vraiment bon, soit parce qu'on est harcelé, soit parce qu'on n'est pas disponible intellectuellement, soit parce qu'on ne s'autorise pas. Et donc finalement, on ne va pas avoir de rêve parce qu'on inhibe en quelque sorte nos rêves. Et donc ça m'amène à vous parler du lien entre la peur et le courage. Donc récemment, il y a des tas d'études qui ont montré que finalement le courage, qu'est-ce que c'est ? C'est surmonter sa peur. Mais si on n'a pas de peur, est-ce qu'on peut parler de courage ? Donc, peut-être pas. Et donc finalement, ce balancier, c'est un petit peu la même chose au niveau de l'activité et de l'inhibition intellectuelle. Pour être créatif, pour avoir des rêves, pour aller jusqu'au bout de ses rêves, encore faut-il s'autoriser à avoir des rêves. Donc, il y a une première question qui se pose. La nuit, visiblement, il n'y a pas de petits ou de grands rêveurs. Donc la question, c'est pourquoi est-ce que le jour, il y aurait des petits rêveurs et des grands rêveurs ? A priori, on devrait être tous égaux par rapport à ça. Et le fait est qu'il y a une variabilité interindividuelle entre les gens, mais aussi intra-individuelle. C'est-à-dire que soi-même, on peut avoir des périodes où on va s'autoriser à avoir des rêves et à les réaliser, puis d'autres périodes où justement on est inhibé. Et c'est important de savoir que ça existe. Et ce qui est important, c'est de savoir que voilà, ça va dépendre de l'éducation, de la culture, de la motivation, du contexte ambiant, de notre état physique, de notre humeur, de notre disponibilité intellectuelle, des interactions sociales. Tout ça va contribuer à notre état et à notre capacité à réaliser nos rêves. Sachez qu'on a quand même un remède miracle dans le cerveau qui est la plasticité cérébrale. Donc là, vous voyez ces deux petits points jaunes en bas. C'est une région qui s'est spécialisée chez des adultes après 3 mois où on leur a appris à jongler alors qu'ils n'avaient jamais jonglé. Qu'est-ce que ça montre ? Ça montre simplement qu'un cerveau adulte, jusqu'à la fin de sa vie, il peut respécialiser des régions pour apprendre à faire quelque chose et pour se lancer, pour relever un défi. Donc ça, c'est l'arme secrète du cerveau. Et du coup, il faut en user et en abuser. C'est ce qui nous protège. Donc, pour se donner les moyens de réaliser ses rêves, il faut se questionner pour connaître ses rêves. Il faut les prendre au sérieux. Il faut être capable d'orienter son attention et toutes ses capacités intellectuelles vers ses rêves et pas juste vers des contraintes. Et puis, il faut consacrer du temps et des moyens à ses rêves. Et donc, à gauche, je vous ai mis la photo de Blanche de Richemont, qui est une philosophe et une exploratrice. Et j'ai eu la chance de rentrer dans son cerveau, justement, parmi toutes ces personnes qui ont un cerveau incroyable que j'ai essayé d'explorer. Et Blanche de Richemont m'a raconté que quand elle était petite, elle a demandé à ses parents si c'était possible d'ouvrir un compte en banque pour mettre de l'argent pour réaliser ses rêves quand elle serait grande. Donc c'est l'exemple typique de l'attention et des moyens qu'on va donner à ses rêves. Donc finalement, en réfléchissant, on pourrait se dire que les objectifs d'un chef d'entreprise, finalement, c'est des rêves avec des deadlines. C'est juste être capable de réaliser ses rêves. Et donc, évidemment, pour le cerveau, c'est un très gros enjeu. Comment avoir des rêves ? Comment transformer ces rêves en objectifs atteignables ? Comment être sûr que l'objectif nous correspond et va être réalisable ? Comment mesurer si on a atteint ses rêves ? Donc, vous avez des méthodes de développement personnel qui vous disent, voilà, par exemple, je ne sais pas, vous connaissez peut-être la méthode SMART. Identifier un but, savoir pourquoi il est important, créer un plan pour l'atteindre, lister les différentes étapes, se tenir à ce plan. Ça, c'est le développement personnel. C'est-à-dire qu'on vous donne une méthode. Allez, à vous d'essayer de voir si ça vous convient. Mais quand on est chercheur comme moi, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe au niveau cognitif quand vous faites ça ? Et donc, je vais essayer de vous emmener, essayer de comprendre ce qui se passe au niveau cognitif. Donc, au niveau cognitif, vous allez définir et formuler un objectif, vous allez porter votre attention dessus, vous allez utiliser votre mémoire de travail pour garder actif dans votre tête cet objectif, vous allez raisonner pour trouver une solution, vous allez planifier pour avoir des étapes, vous allez prendre une décision, évaluer l'avancement de cette décision, raisonner, juger si c'est utile, vous avez pris la bonne décision ou pas. Tout ça va modifier vos processus cognitifs parce que vous avez quand même activé toutes ces régions. Et puis, vous allez recommencer comme ça en boucle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau cognitif,
il n'y a aucune différence entre l'échec ou la réussite de votre tâche. C'est-à-dire que vous avez fait le même travail, ça va vous apporter la même chose au niveau cognitif que vous ayez échoué ou que vous ayez réussi. Alors, si on s'arrête sur cette question de la prise de décision, donc cette prise de décision, elle peut être déclenchée par plein de choses. Je vous ai mis les idéaux ou le rêve, puisque c'est notre sujet, mais ça peut être déclenché chez les gens par plein de raisons différentes. Par la motivation, par le plaisir, par un défi qu'on se lance, par la confiance qu'on a dans nos capacités, par la mémoire, ce qu'on a déjà réalisé par le passé, par les interactions sociales. Et puis je vous ai mis aussi par ce qu'on appelle aujourd'hui la métacognition. Donc je prends 10 secondes pour vous expliquer que la métacognition, c'est la connaissance de nos capacités intellectuelles. Et donc c'est très important d'avoir des capacités métacognitives. C'est parce que, en fait, c'est important de savoir ce que je sais faire et ce que je ne sais pas. Et c'est comme ça que je vais pouvoir être la plus efficiente possible. Donc tout ça va influencer la prise de décision. Et donc, vous le savez sans doute, on va pouvoir prendre des décisions soit très rapides, en fonction de nos émotions, soit de manière plus contrôlée, plus lente, plus adaptée, grâce à notre cortex et à toutes les régions du raisonnement. Et à chaque instant, vous pouvez prendre une décision sur la base de vos émotions ou d'une comparaison très rapide avec une expérience que vous avez vécue. Et puis, vous pouvez au contraire prendre des décisions beaucoup plus lentement pour un même sujet. Et autour de vous, des gens vont pouvoir agir d'une façon ou de l'autre. Et donc, ce qui est très important, c'est que ce cortex préfrontal, qui va nous permettre d'avoir un jugement critique, d'analyser ce qu'on fait, de nous adapter, bah, c'est aussi lui qui est impliqué dans le circuit de la récompense. Et donc, vous allez voir... Donc ça, c'est un petit peu pour vous montrer ce qui se passe. Donc, vous évaluez une situation, vous prenez une décision. Et là, vous avez plein de façons de prendre cette décision. Donc, en mettant en jeu votre créativité, en analysant la situation, en utilisant des règles ou de manière complètement intuitive. Et autour de vous, tout le monde ne prend pas des décisions de la même façon. Et même vous, pour des situations différentes, vous allez prendre des décisions de manière différente. Puis, vous allez sélectionner une option, déclencher donc l'action. Et puis, ce qui est très important, c'est cette boucle rétroactive qui vous permet de savoir si vous avez bien fait ou pas. Et donc, du coup, quand on dit réaliser ses rêves, ben, réaliser, c'est très important parce qu'il y a cette dimension d'action. Et vous qui êtes entrepreneur, ben, vous savez à quel point agir, c'est important. Ça veut dire qu'il faut que ce soit les vôtres. Et il ne faut jamais oublier qu'il y a une singularité de nos rêves, de nos choix. Et donc aujourd'hui, on parle de neurodiversité de la même manière qu'on parle de biodiversité. Et il ne faut jamais oublier que chaque cerveau fonctionne différemment et que votre rêve n'est peut-être pas forcément celui de votre voisin. Et puis, bah évidemment, dans réaliser ses rêves, il faut garder des rêves, s'étonner, rester curieux, être à l'écoute de ses désirs, de ses envies. Et puis, ne jamais oublier que c'est les rêves qui vont être très liés aussi à ce circuit de la récompense. Donc, je vais finir pile à l'heure, dans 30 secondes. Donc, juste cette dernière diapo pour vous expliquer qu'on a montré que donner, s'occuper des autres, donner de son temps, donner de l'argent, active le circuit de la récompense. Et donc, parfois, on peut réaliser nos rêves, mais parfois, on peut aussi aider les autres à réaliser leurs rêves. Et ce faisant, on fait autant plaisir, voire plus, à notre cerveau que si on réalisait nos propres rêves. Voilà. Donc, je finis en vous disant que moi, j'ai réalisé un rêve qui était d'entrer dans la tête de quelqu'un d'autre. Donc, c'est ce qui a donné ce livre où je suis rentrée dans la tête d'un cuisinier, d'un astronaute, d'un optimiste, d'une hypersensible, d'un écrivain, d'un musicien, André Manoukian, de plein de gens. Et donc, vous l'avez entendu en préambule, je suis aussi très impliquée dans une association qui s'appelle Les Yeux dans la tête. Et donc, vous pouvez aider des enfants à réaliser leurs rêves, des enfants qui ont des difficultés cognitives, en nous aidant. Merci beaucoup. Bravo, merci beaucoup pour ça. Il n'y a pas que Mike Tyson qui rentre dans la tête des autres. On va passer la parole à la salle, puisque je vois évidemment des mains de rêveurs se lever. Bonjour madame, vous êtes capable de les attraper? Hop.
Merci. Très mal lancé. Merci, c'est d'abord très adapté au thème et très enrichissant. Alors, Sandra Legrand, rêveuse. Voilà, Sandra Legrand, oui, je rêve. Je rêve beaucoup d'ailleurs. Justement, vous avez parlé beaucoup de créativité dans le rêve. Est-ce que dans la performance, par exemple, je répète un geste de tennis ou je répète de l'anglais dans mon sommeil paradoxal, fait que je vais être plus performante au fur et à mesure? Alors, vous avez raison. Alors, d'abord, petite nuance. Il y a eu des scènes très drôles d'enfants qui mettaient leur cahier sous leur oreiller pour que ça puisse les aider à apprendre leurs leçons. Ou on a beaucoup dit lire les cours avant de s'endormir, etc. De manière générale, l'imagerie mentale est un excellent booster de performance. C'est d'ailleurs pour ça que depuis 20 ans, vous voyez les skieurs ou les golfeurs, les tennismen, utiliser leur imagerie mentale pour se préparer. Et d'ailleurs, il semblerait que la préparation via l'imagerie mentale, à un certain niveau de performance, soit plus efficace que la préparation réelle et qu'elle permette d'automatiser effectivement des processus. Donc oui, le rêve et l'imagerie mentale, le fait de parcourir mentalement pour se préparer, dope la performance. Donc avant de dormir, quoi. Toute la journée, même éveillée, et avant de dormir, pourquoi pas. Merci. Dans la Patrouille de France, ils appellent ça la musique, en fait. On vous l'avait expliqué ici. Elle a rêvé d'être basketteuse. Marion Studnia. Manon, mais c'est pas grave. Manon, pardon. Excuse-moi, Chantal, vas-y. J'ai une question. Ma question, c'est est-ce que un somnambule, pendant une crise de somnambulisme, est-ce qu'il est en train de réaliser un rêve ou est-ce que c'est autre chose? Non, il est en train de vivre ce qu'il vit dans ses rêves. Et dans le somnambulisme, cette inhibition, normalement, cette paralysie et cette inhibition comportementale que vous avez à l'état normal pendant le rêve ne fonctionne pas. Et donc, effectivement, alors certains peuvent avoir une activité un peu automatique, marcher, errer, tourner, et d'autres peuvent véritablement avoir, et il y a des pathologies dans lesquelles ça existe, avoir l'activité qu'ils sont en train d'avoir dans leur rêve. Il y a les deux cas de figure, soit une espèce d'agitation motrice qui n'est pas spécifique de ce qui est en train d'être rêvé, soit une activité motrice qui correspond à ce qui est en train de se passer dans le rêve. Et voilà pourquoi il y a des gens qui essayent d'échapper la nuit à des choses et qui se cognent partout pour essayer de sortir d'un endroit dans lequel ils ne sont pas enfermés. Merci Manon pour ta question. Tu as envoyé la box à notre animateur de communauté sur WhatsApp. Voilà, donc Guillaume Richard, unijambiste. C'est vrai. Est-ce que, tout à l'heure, vous avez expliqué l'importance du vagabondage pour trouver des solutions. Donc, ça voudrait dire que plutôt que de se concentrer quand on a un problème, il vaut mieux laisser son esprit se vagabonder? Exactement. Donc, en fait, on sait maintenant que si on bute sur quelque chose, au lieu de rester à essayer de trouver une solution, il faut aller marcher dans la nature pendant 10 minutes. Il faut aller justement faire une tâche manuelle qui va occuper les mains, la motricité, et qui va libérer le cerveau, et que c'est dans ces moments-là... En fait, votre cerveau, il faut imaginer que vous avez lancé une commande. Le cerveau ne peut pas y répondre tout de suite, mais vous avez lancé cette demande. Donc lui, son travail, c'est de trouver une solution. Par contre, ce n'est pas en lui demandant toutes les 2 secondes, t'as trouvé, alors qu'est-ce que t'as trouvé? Alors c'est quoi la solution? Qui va y arriver de la même manière que vous ne feriez pas ça avec un collègue. Lui, il va lui falloir peut-être un temps de liberté, parce que pour résoudre ce problème, il faut qu'il aille chercher des choses qui sont, je pourrais dire ça de manière imagée, pas rangées au même endroit. Et donc là, il y a quelque chose d'important qu'il faut comprendre et que les gens oublient à l'ère de l'intelligence artificielle, qui ne devrait pas s'appeler intelligence artificielle parce que ça n'a rien d'intelligent. Merci. Donc la vraie intelligence, vraiment là où on est le plus efficient, c'est dans l'utilisation des processus cognitifs de manière non consciente. Et donc, quand on modélise quelque chose, un algorithme, une machine, un robot, on ne modélise que la part consciente de nos capacités, ce qui est une part infime. Et donc, si on est aussi efficient que ce qu'on est, c'est parce que la majeure partie de nos capacités est inconsciente. Et cette partie inconsciente, parfois, elle a besoin qu'on lâche prise pour pouvoir résoudre le problème. Et donc, si on est sans cesse en train d'essayer consciemment de trouver une solution à ce problème, on n'y arrivera pas. Voilà pourquoi, quand vous faites autre chose,
ces capacités inconscientes qui sont là, qui travaillent, elles peuvent faire tranquillement leur travail. En gros, vous avez détourné l'attention sur autre chose de manuel, et pendant ce temps-là, votre cerveau fait le vrai travail intellectuel qu'une machine ne peut pas faire. Et bravo pour ça. Henri, c'est toi qui as récupéré. Bonjour. Vous m'entendez ? Ouais. Oui. Bonjour, merci beaucoup. Petite question complémentaire sur l'usage de l'EMDR, qui est une méthodologie liée au mouvement des yeux qui est utilisée en psychologie. Est-ce que finalement, cette méthodologie qui est plutôt utilisée pour le post-traumatique, on va dire, est-ce que ça pourrait être un outil volontaire pour aller chercher une capacité de rêver plus importante ? Alors déjà, j'explique comment ça marche en 30 secondes. Donc l'EMDR, c'est une technique où on va vous proposer de bouger les yeux très rapidement ou de faire du flapping comme ça, d'avoir des mouvements répétés comme en écoutant un métronome ou comme un métronome. Et si on utilise ça, c'est parce que pendant ce temps-là, on va faire répéter à quelqu'un, raconter un événement traumatique. Et si on fait ça, c'est parce que pendant qu'on fait bouger les yeux rapidement ou écouter un métronome ou faire des mouvements automatisés, on va bloquer la charge émotionnelle, perceptive de l'événement traumatique, qui est en général ce qui est le plus traumatisant. Si vous avez vécu un événement traumatisant, vous allez avoir des images traumatisantes devant les yeux. Si on vous fait raconter le traumatisme pendant qu'on occupe vos yeux à bouger de manière complètement automatisée, on bloque l'évocation des images. Et c'est comme ça que le traumatisme perd de sa charge émotionnelle. Et donc, de manière générale, toutes les techniques qui vous permettent de vous évader. Donc le but de l'EMDR, c'est pas vraiment de s'évader. Au contraire, c'est de casser la part sensorielle. Mais tout ce qui vous permet de vous évader, la méditation, la natation, la marche, n'importe quoi, la cuisine. Il y a des gens qui s'évadent en cuisinant, il y a des gens qui s'évadent en bricolant, en jardinant. Toutes les tâches qui vous permettent de vous évader permettent la créativité. Donc il faut trouver, et à l'inverse du développement personnel, il faut trouver celle qui est la meilleure pour soi. Merci, tu peux balancer devant, ici. Deuxième rang, hop, troisième rang. Hugues Soupari, j'ai une question sur l'intuition. Parce qu'en fait, vous en avez parlé très très rapidement. Je pense que c'est une fonction extrêmement importante, notamment pour des entrepreneurs. Parce que je pense qu'une des caractéristiques des entrepreneurs, c'est de savoir prendre des décisions à l'intuition et pas dans les cases du centre. Et comment ça marche dans le cerveau, l'intuition ? Alors, votre question est parfaitement raccord avec la question précédente, parce que attention, avec les questions précédentes, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que l'intuition ? C'est la perception non consciente d'informations qui sont autour de vous. Donc en fait, l'intuition, c'est la capacité à traiter des informations qui n'arrivent pas à votre conscience, mais qui vont influencer votre décision. Et donc, je vous donne un exemple d'information qui n'arrive pas à votre conscience, mais qui n'a pas tellement d'importance, mais pour que vous compreniez. Pendant que je vous parle, vous pouvez sentir le contact du sol sous vos pieds. Mais tant que je ne vous en ai pas parlé, vous n'en avez pas pris conscience. D'accord ? Et donc, tout ça pour vous dire qu'à chaque instant, il y a des milliers d'informations que votre cerveau perçoit sans les porter à votre conscience, parce qu'il considère que ce n'est pas utile de les porter à votre conscience. Et l'intuition, c'est la capacité à prendre une décision sur la base de ces perceptions non conscientes. Voilà pourquoi je vous disais, en fait, le summum de l'intelligence, c'est la capacité à raisonner de manière consciente, mais à utiliser au maximum ces capacités non conscientes, dont ce qu'on appelle dans le langage courant l'intuition, mais qui est en fait simplement la prise en compte de choses que votre cerveau a traitées, mais que vous n'avez pas forcément traitées consciemment. Je sais pas Merci pour le sujet. Les deux dernières questions sont ici. Merci, Sophie Nouguet, merci, très intéressant. Est-ce que vous pourriez nous repréciser la différence entre les rêves éveillés et la méditation ? J'ai l'impression que les bénéfices sont quand même très proches, mettre le cerveau sur pause ou faire un reboot. Oui. Quelle différence ? La différence, c'est que dans le rêve éveillé, ce qu'on pourrait appeler le vagabondage mental ou le rêve éveillé, vous êtes concentré sur cette pensée qui flotte, c'est-à-dire vous laissez votre esprit flotter et vous vous surprenez vous-même à donc porter attention à des choses qui surviennent comme ça dans votre esprit. Dans la méditation de pleine conscience, vous pouvez au contraire restreindre
votre pensée consciente en vous concentrant sur un son, sur votre respiration, sur une stimulation particulière. Et vous allez en quelque sorte bloquer justement cette attention qui va vous permettre plus tard de récupérer de l'attention, de restaurer votre attention. Parce que justement, vous avez reposé votre attention en vous concentrant sur quelque chose qui finalement ne nécessiterait pas d'attention normalement. Donc les bénéfices au final vont pouvoir être proches, mais ce qui se passe pendant ce moment-là n'est pas tout à fait la même chose. Je pense que le cerveau est moins actif justement pendant la méditation parce que vous lui demandez de compter par simplement votre respiration ou d'écouter que le chant des oiseaux ou de sentir la chaleur uniquement, alors que dans le vagabondage mental, il est en train d'associer, associer et de laisser jaillir des idées. Mais au final, bien sûr que la méditation est très efficace. Bravo. Vous savez Il faudrait vous avoir tout le temps à côté de nous. Hein. S'il vous plaît. Oh, les jaloux alors. Bonjour Nicolas, 48 ans, célibataire. Il y a de fortes chances que j'y pense ce soir en rêvant. Bon, j'ai juste essayé de boucler la boucle. Hein. Cette bande de jaloux, je te dis. Laurent Vronsky, normalement, lui, voilà, c'est toi qui as la préférence de ces dames d'habitude. Non, notre maître à tous. Alors moi, j'ai une question pratico-pratique. Faut-il faire la sieste ? Ah, alors c'est une excellente question. Ben, si tu poses la question, c'est que oui, tu en as besoin. Alors c'est une excellente question, vous avez raison. La sieste va produire la même chose qu'une durée courte de sommeil ou une pause. Ce qui est très important, par contre, je vais réfréner un peu ce désir de sieste, c'est que la sieste doit survenir quand même pendant un temps court. Sinon, vous vous réveillez, c'est encore pire qu'avant. Et il faut avoir une activité quand même intellectuelle importante autour des siestes, parce que sinon, on le voit chez les personnes âgées, il va y avoir une tendance à avoir des siestes de plus en plus longues et de plus en plus fréquentes, et l'activité intellectuelle va se réduire. Donc il faut qu'il y ait un bon équilibre entre l'activité intellectuelle et les siestes. Mais oui, la sieste va produire la pause dont on a besoin pour pouvoir consolider ce qu'on a fait, pour pouvoir avoir de nouvelles idées. Donc c'est important. Merci beaucoup. Je viens de comprendre que je suis une personne âgée. Merci. On applaudit votre invité, s'il vous plaît. Sylvie Choqueron. Merci, chère Sylvie. Pour cela,